Bonjour à toutes et à tous, après une sévère période d'inactivité, je reprends les vidéos et aujourd'hui on va faire un oral dictionnaire que j'apprécie tout particulièrement. Alors juste petite annonce, on a tourné la FAQ avec Louis, donc elle devrait arriver d'ici peu, le temps qu'on monte tout ça, qu'on mette bien les choses en place, qu'on fasse les choses comme on veut. Ça va arriver a priori d'ici quelques jours, peut-être pour Noël, on verra. En attendant, je voulais faire donc cet oral-là, qui est un oral que vraiment j'affectionne tout particulièrement, que je trouve très joli. C'est un oral qui parle des groupes, c'est un exo qui parle des sous-groupes finis de GLN de Z. Ok. Alors GLN de Z, qu'est-ce que c'est, hein? C'est les matrices à coefficient dans Z. Ok. Inversible. Mais inversible, ça veut dire quoi? Inversible dans Mn de Z. Ok. Donc ça veut dire que l'inverse, il faut aussi qu'elle soit à coefficient dans Z. Ok. Donc si vous voulez, une manière d'écrire ça, c'est que GLN de Z, c'est l'ensemble des inversibles de l'anneau Mn de Z. Ok. Alors, un petit truc très classique, c'est qu'en fait, GLN de Z, vous pouvez vérifier que c'est juste l'ensemble des matrices de Mn de Z qui sont de déterminant égal à 1. Alors comment on fait pour vérifier ça? Et puis je vérifie rapidement ça, puis après on parlera de l'exo en question. C'est quand même un truc à savoir, hein. C'est un truc très très classique qui intervient très, très souvent. Okay. Comment vérifier ça? Donc ça je vais l'appeler 1. Ok. Donc on va prouver ce truc là rapidement, et puis après on passera à l'exercice. Prouvons 1. Ok. Bon bah déjà première inclusion, GLN de Z inclus dans l'autre truc. Comment on fait? Bah, je prends M dans GLN de Z. Ok, mais donc du coup on a M-1 dans GLN de Z. Ok. Et en fait, plus précisément, enfin, pas forcément plus précisément, mais en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est que M-1 existe et est dans Mn de Z. Ok. Et je peux écrire M fois M-1 égale l'identité et prendre les déterminants. Et on va voir que, pardon, ici c'est plus ou moins 1. J'ai écrit 1, c'est plus ou moins 1. Et si on prend les déterminants, on voit que déterminant de M fois déterminant de M-1, c'est 1, du coup. Ok. J'utilise la multiplicativité du déterminant au passage. Et vous voyez que ça, c'est dans Z, et ça, c'est dans Z, ok? Parce que bah, M et M-1, elles sont à coefficient dans Z. Ok? Donc ça fait deux entiers dans le produit vaut 1, donc forcément, ils valent plus ou moins 1. Ok? Alors, les inversibles de Z, c'est plus ou moins 1. Ok? Donc ça montre que cette chose-là est incluse dans cette chose-là. La réciproque, comment vous faites? Bah, si je prends une matrice dans Mn de Z, dont le déterminant, c'est plus ou moins 1, bon, bah, M est inversible dans Mn de R, hein, par exemple. Ça, c'est juste ce que vous savez habituellement sur le déterminant, mais en fait, elle va même être inversible dans Mn de Z, parce que vous pouvez exprimer son inverse avec la comatrice. En fait, si le déterminant de M, c'est plus ou moins 1, bah, vous savez que M-1, c'est plus ou moins la transposée de la comatrice de M. Okay, et ça vient juste de la formule habituelle de M fois transposée de comatrice de M égale déterminant de M fois l'identité. Okay. C'est une formule habituelle du cours. Et vous voyez que cette chose-là, bah, c'est bien dans Mn de Z. Okay. Et donc finalement, vous savez bien que M est dans GLN de Z. Okay. Donc voilà pour ce petit truc-là, qui est quand même assez classique, et si vous ne le connaissez pas, c'est bien de le retenir. Ça tombe tout le temps, vraiment c'est utile tout le temps. Dès que vous avez besoin de travailler avec des matrices à coefficients entiers, c'est très bien de savoir que les matrices, enfin c'est très utile de savoir que celles qui sont inversibles dans l'anneau des matrices à coefficients entiers, c'est exactement celle dont le déterminant c'est plus ou moins 1. Ok, maintenant on va s'intéresser à l'exo en question. Alors, l'exo, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc on prend un entier n, ok, et toujours on s'intéresse à GLN de Z, ok, donc c'est-à-dire les matrices à coefficient dans Z inversibles, dont l'inverse est aussi à coefficient dans Z, ok, et on veut montrer que si je prends un sous-groupe fini de GLN de Z, et ben son cardinal il est borné par un entier n indice n, qui dépend en fait que de petit n, ça dépend pas du sous-groupe fini que j'ai choisi. Hein, autrement dit, il existe un entier grand N qui dépend que de petit n, tel que dès que je prends un sous-groupe fini de GLN de Z, bah, son cardinal est plus petit que cet entier-là. Okay, l'entier ne dépend pas du sous-groupe, il dépend juste de la dimension petit n. Ok, alors comment on fait ça? En fait, l'idée est assez astucieuse et pas évidente à motiver. Hein, enfin, c'est très malin en fait. L'idée, ça va être d'essayer de plonger G dans
GLN d'un Z sur PZ. Ok. Donc c'est ça l'idée. L'idée, ça va être de voir G comme un sous-groupe de GLN de Z sur PZ. Et pourquoi c'est intelligent? Parce que GLN de Z sur PZ, évidemment, c'est fini. Pourquoi c'est fini? Parce que Z sur PZ, c'est un corps fini, donc les matrices à coefficient dans Z sur PZ, c'est fini. Et en fait, vous pouvez même borner le cardinal. Vous avez P choix pour chaque entrée. Et il y a N carré entrée, donc en fait, ce sera au plus cette chose-là. Ok. En fait, on peut calculer explicitement ce truc-là. Vous pourrez regarder ça après. Ok, donc l'idée, ça va être de plonger G dans ce truc-là. Donc, bon, prenons des notations dès maintenant. Donc, soit G, un sous-groupe fini de GLN de Z. Ok, donc c'est des matrices à coefficient dans Z. Donc, si je prends P premier, et on peut regarder pi, qui va de Mn de Z dans Mn de Z sur Pz, la réduction modulo P. Ok. Bon, donc ce que ça veut dire, c'est que formellement, vous prenez une matrice, vous voulez la réduire modulo P, c'est juste, vous réduisez chaque coefficient modulo P. Ok. Et donc ça vous donne une matrice à coefficient dans Z sur Pz. Ok, bon, ça c'est un morphisme d'algèbre. C'est un morphisme d'algèbre, ça c'est clair en fait. Pardon, un morphisme d'anneau, il n'est pas question d'algèbre ici. C'est un morphisme d'anneau, ça c'est clair, c'est juste que la réduction de la somme, c'est la somme des réductions. Et pareil, quand vous faites le produit matriciel, vous voyez en passant les coefficients que la réduction du produit, c'est le produit des réductions. Ça, je vous le laisse. Bon, il n'y a pas grand chose à vérifier. C'est juste essentiellement dû au fait que les opérations qui apparaissent quand vous faites le produit de matrice, c'est des plus et des fois, donc ça passe bien à la réduction modulo P. Ok. Donc ce truc-là, c'est un morphisme d'anneau, et on va regarder où est-ce que va G. Donc G, c'est un sous-groupe de GLN de GLN de Z. Ok. Donc il va aller dans GLN de Z sur PZ. Ok. Si on restreint pi à G, ça nous fait en fait un morphisme de groupe de G dans GLN de Z sur PZ. Ok. Ok. Donc c'est ça qui est en train de se passer. On a un morphisme de groupe de G dans GLN de Z sur PZ. C'est bien un morphisme de groupe parce que vous voyez que G, il est dans l'ensemble des inversibles de cet anneau-là. Ok. Et puis il envoie des inversibles sur les inversibles, ça c'est clair. C'est juste parce que c'est un morphisme d'anneau. Ok. Donc c'est un morphisme de groupe. Mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est pas tant que ce soit un morphisme de groupe, c'est plutôt juste que ce soit une application. Et ce qu'on aimerait bien, ce serait que pi soit injective. Parce que si pi était injective, c'est terminé en fait. Si pi est injective, ce morphisme-là, il va d'un truc dans un autre et c'est injectif. Donc, le cardinal de l'espace de départ, il est plus petit que le cardinal de l'espace d'arrivée. Ok. Mais ce truc-là, ça dépend juste de n en fait. À partir du moment où on a bien choisi notre p, si par exemple je prends, p égale 3 par exemple, et ce truc-là, ça va être plus petit que p puissance n carré, et donc ce sera celui-là, notre n indice n. Okay. Donc en fait, il faut montrer que juste, on peut trouver p tel que p qui ne dépend pas du groupe G, quand même, tel que ce morphisme-là soit injectif. Bon alors, regardons ce que ça veut dire, que ce morphisme soit injectif. Donc, je vais prendre A dans G, tel que pi de A égale l'identité. Alors l'identité, là, c'est l'identité, en fait, de Mn de Z sur Pz. Ok. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que A, c'est égal à l'identité, plus P fois une matrice à coefficient dans Z. Ok. Voilà, et maintenant, on aimerait bien qu'en fait, la matrice, là, ce soit 0. Ok, on aimerait bien trouver des bonnes conditions, notamment sur P, pour que cette matrice-là soit 0. Ok, on en a encore une phase de motivation, et puis après, on rédigera les choses proprement et clairement. Ok. Bon, alors, on aimerait bien que C, ce soit 0. Donc, on va écrire C sous la forme A moins identité sur P. Ok. Et C, c'est une matrice de Mn de Z. Ok, ça va imposer quelques restrictions, en fait, parce que si on s'intéresse aux valeurs propres de C, vous voyez qu'on va être assez limité. Pourquoi? Parce que A, c'est une matrice de G, donc A puissance le cardinal de G, c'est l'identité. Ça, c'est le théorème de Lagrange qui vous donne ça. Ok? Donc, A est diagonalisable, parce que ce polynôme-là est
scindée sur, donc elle est diagonalisable sur C, hein, parce que ce polynôme-là est scindé à racine simple sur C. Ok, et ses valeurs propres sont racines de l'unité. Ok, mais donc du coup, comme C, c'est A moins identité sur P, ok, ben on a que les valeurs propres de C sont les trucs de la forme oméga moins 1 sur P, où oméga est une valeur propre de A. Ok, bon, ça c'est clair, hein, c'est juste parce que si vous prenez un vecteur propre de A, pour la valeur propre oméga, bah, ça vous donne A moins, enfin, ce vecteur propre, ça va être aussi un vecteur propre de A moins l'identité sur P. Ça, c'est immédiat. Ok, et réciproquement, si vous prenez un vecteur propre de P, vous en faites un vecteur propre de A dans l'autre sens. Ok, donc les valeurs propres de C, c'est ces trucs-là. Ok, mais le truc, c'est que ça, on a dit que c'était une racine de l'unité, donc c'est dans le cercle unité U. Ok, donc finalement, si je prends lambda, une valeur propre de C, alors, module de lambda, bah, ça va être le module de oméga moins 1 sur P. Ça, c'est plus petit que module de oméga plus 1 sur P. Et ça, c'est plus petit que 2 sur P, par exemple. Ok, bon, c'est une inégalité large partout. Donc, ok. Donc, finalement, les valeurs propres de C, bah, elles sont petites, en un certain sens. Ok. Bon, à partir de là, on va prendre P égale 3 pour que les valeurs propres soient strictement plus petites que 1. Ok. Donc, maintenant, on prend... En fait, on n'a pas besoin de prendre P égale 3, on pourrait prendre juste n'importe quoi, P au-dessus de 3, hein, peu importe. Juste 2, ça va pas bien marcher. Mais si on prend P égale 3, alors, si lambda est une valeur propre de C, alors lambda est un module strictement inférieur à 1. Ok ? Mais le truc, c'est que ça, bah, ça va imposer des conditions très très sévères sur C. Ok, parce que bon, C, c'est A moins l'identité sur P, donc c'est diagonalisable, hein, parce que A l'est. Donc c'est diagonalisable, ok, et ses valeurs propres sont de module strictement inférieur à 1. Ok, donc vous pouvez écrire P, C, P-1 sous cette forme-là, par exemple. Ok, et les lambda I sont petits. Ils sont de module strictement inférieur à 1. Et c'est ça qui va nous intéresser. Parce que maintenant, si on calcule des grosses puissances de C, on n'a que C puissance n, ça va être P-1, alors je vais pas prendre n, je vais prendre D par exemple, lambda 1 puissance D, etc. jusqu'à lambda n puissance D, P, et vous voyez que bah, comme les lambda I sont de module strictement inférieur à 1, chacun des coefficients, ici, il va tendre vers 0. Okay, donc au global, tout ça, ça tend vers 0. Donc finalement, vous obtenez que C puissance D tend vers 0. Alors c'est un bon début, parce que nous, ce qu'on voulait, c'est que C soit nul. Bah, là, on a déjà quelque chose de pas mal, qui est que bah, C puissance tendent vers 0. Alors, pourquoi ça va nous aider, ça? Bah, parce qu'on sait aussi que C, il est dans Mn de Z. Ok, donc C puissance D, il est aussi dans Mn de Z. Ok, pour tout D. Mais le truc, c'est ça tend vers 0. Donc à partir d'un certain rang, bah en fait, C va être nul. Enfin, C puissance D va être nul. Pourquoi c'est vrai ça? Bah parce que si vous regardez les coefficients de C puissance D, comme C puissance D tend vers 0, à partir d'un moment, les coefficients de C puissance D, ils vont être en module, par exemple, plus petit que 1,5. Ok, mais le truc, c'est qu'ils sont dans Z. Et donc des éléments de Z plus petits que 1,5 en module, bah c'est forcément 0. Donc à partir d'un moment, C puissance D égale 0, et donc ça vous dit que C est nilpotente. Ok, mais si on revient là-haut, bah, vous voyez que C, elle est diagonalisable, ses valeurs propres, c'est des lambda I, a priori on n'en sait pas grand-chose, mais C est nilpotente, donc les valeurs propres, c'est forcément des zéros. Donc finalement, le spectre de C, c'est juste le singleton 0. Ok, or, elle est diagonalisable. Donc C est diagonalisable, ses valeurs propres, c'est des zéros, donc en fait, il n'y a pas le choix. Finalement, C égale 0. Et donc ça nous dit bien que A égale l'identité.
Donc je récapitule ce qui s'est passé. En gros, maintenant, on a réalisé que, par exemple, si on prenait p égale 3, ça suffisait. Ok. Donc maintenant, on récapitule les arguments. On prend p égale 3 et on regarde la projection pi qui va de g dans gln de z sur 3z du coup. Ok. Pi, c'est un morphisme de groupe. Ok. Et pour conclure, il s'agirait de montrer qu'il est injectif. Donc pour montrer que g est inférieur ou égal à 3 puissance n carré, du coup, il suffit de prouver que pi est injectif. Donc là, en fait, c'est pas vraiment pi, hein. Si vous voulez, c'est pi bar, parce que pi, c'était les morphismes qui allaient de mn de z dans mn de z sur 3z. Okay. Donc si vous voulez, c'est la restriction de pi à g. Okay. Donc il suffit de prouver que pi bar est injectif. Ok. Comment on fait ça? Donc soit un élément dans le noyau, hein. Donc il suffit de regarder les éléments du noyau, hein, parce que c'est un morphisme de groupe. Ok. Donc c'est-à-dire pi bar de a égale l'identité. Donc là, c'est l'identité de mn de z sur 3z. Ok. Donc du coup, on a que a, c'est l'identité plus p fois une certaine matrice. Ok. Juste parce que pi bar de a moins l'identité, c'est nul modulo p. Donc pi bar de a moins l'identité, c'est 0 modulo p. Donc a moins l'identité, c'est une matrice qui est divisible par p, si vous voulez. Donc c'est un multiple d'une matrice. C'est p fois une matrice à coefficient dans z. Où donc C est dans mn de z. Ok. Alors, le truc c'est qu'ici en fait P c'est 3. Hein. Alors dans ce cas-là on peut isoler C. Ok. Les valeurs propres de C sont des trucs de la forme oméga moins 1 sur 3 où oméga est une valeur propre de A, donc oméga racine de l'unité. Ok, un racine de l'unité, parce que A puissance au cardinal de G, ça fait 1. Ça fait l'identité, ça c'est le théorème de Lagrange qui vous le donne. Donc les valeurs propres de C, c'est ces trucs-là. Donc, les valeurs propres de C sont strictement inférieures à 1 au module. Et C est diagonalisable dans C1. Et donc ces deux choses-là, valeur propre de module strictement inférieure à 1 et C diagonalisable, ça vous assure que C puissance D tend vers 0. Ok, mais C puissance D tend vers 0, avec C dans Mn de Z, ça impose que C puissance D égale 0 à partir d'un certain nombre. Okay. Donc ça c'est juste que les coefficients de C puissance D c'est des entiers qui tendent vers 0 quand D devient grand, donc forcément au bout d'un moment ils sont nuls. Okay. Les entiers qui tendent vers 0, des suites d'entiers qui tendent vers 0, ça stationne forcément à 0, et donc finalement vous obtenez que C est nilpotente et diagonalisable, donc nul. Et donc ça vous dit bien que pi bar est injectif. Puisque vous avez montré que A égale l'identité. Ok, donc pi bar est injectif. Et donc finalement, la conclusion de tout ça, c'est qu'on a obtenu une borne. Donc ce que ça dit, c'est que finalement, si G est un sous-groupe fini de GLN de Z, alors son cardinal, il est plus petit que 3 puissance n carré. Ok, et ça, vous voyez que ça dépend que de n. Et c'est bien ça qu'on voulait. Ok. Donc voilà, donc si vous avez un sous-groupe fini de GLN de Z, son cardinal, il est au plus 3 puissance n carré. Ok. Alors évidemment, ce truc-là, en fait, on peut l'améliorer. Et en fait, c'est un sujet assez intéressant que d'essayer de pousser un peu cette borne-là aussi bas qu'on peut. Déjà, la première chose qu'on peut faire, c'est majorer, par exemple, moins grossièrement le cardinal de ça. Ça, nous, ce qu'on a dit, c'est que c'était plus petit que 3 puissance n carré, mais en fait, on peut faire mieux que ça. Déjà, ce qu'on peut faire, c'est calculer explicitement le
cardinal de GLN de Z sur 3Z. Bah ça, si vous réfléchissez un petit peu, vous pouvez vous convaincre que ça fait cette chose-là. Ça, je vous laisse vous en convaincre. C'est un exemple intéressant, hein, c'est un truc à avoir vu. Donc c'est ce produit-là. Okay, donc déjà, vous pouvez faire ça. Vous pouvez remplacer votre 3 puissance n carré par ça. Okay, ensuite, le truc, c'est que du coup, ce que vous avez, c'est que le cardinal de G, il va diviser ce machin-là. Okay, donc il divise 3 puissance n moins 1, 3 puissance n moins 3, etc. jusqu'à 3 puissance n moins 3 puissance n moins 1. Mais le truc, c'est que ça, j'aurais pu le faire avec un autre nombre premier. Ok, bon, pourvu que P soit différent de 2. Vous voyez que 2, pour notre preuve, ça marchait pas. Ok, et donc là, pour les mêmes raisons, on va voir que cardinal de G divise ce truc-là. Donc en fait, cardinal de G, il va diviser ce nombre-là pour tous les nombres premiers. Okay, il le divise, pourquoi? Parce que G, il peut se voir comme un sous-groupe de GLN de Z sur PZ. Et après, c'est le théorème de Lagrange qui vous donne la relation de divisibilité. Okay, le cardinal de G, il va diviser tous ces trucs-là pour P premier. Et P premier strictement supérieur à 2. Donc il va diviser les PGCD de ces trucs-là, déjà. Donc ça va vous donner des bornes encore plus basses. Et donc en fait, bon, il y a plein de manières d'attraper des bornes un peu plus basses, hein. Mais moi, il me semble bien, peut-être que je vous dis une bêtise, hein, corrigez-moi dans les commentaires si c'est le cas, mais il me semble bien que dans le cas général, on connaît pas du tout la borne optimale, hein. On est capable de la donner pour des petites valeurs de n, mais le problème de trouver la borne optimale dans le cas général, il me semble que c'est pas du tout un truc à notre portée. Ou en tout cas, en cherchant sur internet un petit peu, j'ai rien trouvé qui s'approchait de ça. Donc, bon, on est capable de baisser un peu les bornes, un peu comme on peut, d'avoir des bornes qui grimpent pas trop vite en fonction de n. Donc là, vous voyez, 3 puissance n carré, ça grimpe déjà très très fort, hein. En fait, on peut faire beaucoup mieux en faisant intervenir notamment des factoriels, mais c'est des arguments un peu plus compliqués. Mais avoir la borne optimale, il me semble que c'est pour le coup complètement hors de portée. Encore une fois, je dis peut-être une bêtise sur ce point-là. Je suis pas sûr à 100%. Voilà, et si ce genre de questions vous intéresse, de borner les tailles des sous-groupes finis de GLN de Z, il y a un très joli sujet de Dix qui est tombé, il me semble, il y a 2 ou 3 ans, ça doit être 2019 ou 2020, quelque chose comme ça. Dites dans les commentaires, hein, si vous savez duquel je parle, qui traite des sous-groupes de GLN de Z, et qui est très intéressant, et qui donne notamment des meilleures bornes que ce 3 puissance n carré. Donc voilà, je vous laisse aller voir ça si ça vous intéresse. En attendant, à bientôt et merci pour tout.